Bonsoir, nous sommes sur l'Etna, en Sicile, à plus de 3000 mètres d'altitude, sur le plus grand volcan d'Europe. Ce soir, j'aimerais vous emmener à la découverte des plus beaux volcans du monde et des hommes qui vivent au pied de ces montagnes explosives. Depuis la nuit des temps, les volcans sont la preuve que la Terre est vivante. Les éruptions volcaniques ne sont rien d'autre que la libération du trop-plein d'énergie qui bouillonne sous nos pieds. Les volcans rendent aussi les terres qui les entourent très fertiles. Et c'est sans doute pour ça que près d'un demi-milliard de personnes vivent aujourd'hui sous un volcan, malgré le danger que ça représente. Les volcans sont à l'origine du monde. Les vapeurs qu'ils émettent ont contribué à la création de l'atmosphère et des océans. Ils sont un des maillons essentiels de notre écosystème. Et comme les hommes, ils ont leur caractère et leur histoire. C'est ce qu'on va vous raconter ce soir. Nous partirons aux États-Unis, où la terrible éruption du mont Sainte-Hélène a en quelques minutes transformé toute une région en un vaste désert. Quand je suis arrivé ici en 1980, je n'en croyais pas mes yeux. C'était hallucinant. Il n'y avait plus aucune trace de vie. Et je me suis vraiment demandé comment un jour la vie pourrait revenir ici. Pourtant, depuis 30 ans, ce scientifique américain assiste à l'étonnante renaissance de la nature, au pied du géant endormi. En Italie, l'Etna et ses incroyables éruptions. Panache de cendres, explosions, coulées de lave. Le volcanologue Boris Benke nous ramène sur les lieux de la dernière éruption du volcan le plus actif d'Europe. En Indonésie, le volcan Kawaïdjen abrite le plus grand lac d'acide du monde. Dans ses vapeurs toxiques travaillent des centaines d'hommes. On les appelle les porteurs de soufre. Pour nous, le plus dur, ce sont les fumées. Il y en a beaucoup trop, et elles sont partout. Nous avons suivi ces forçats dans leur descente au cœur de l'enfer. Le Vésuve. Ce volcan peut se réveiller à tout moment et détruire la ville surpeuplée de Naples. Malgré la disparition de Pompéi sous les cendres il y a 2000 ans, les habitants de la région restent très attachés à leur terre et à son volcan. De toute façon, il ne me fait pas peur. Je partirai, mais par la force. Hawaï, l'archipel où l'eau et le feu se rejoignent. C'est là que s'est installée une légende de la volcanologie, Jack Lockwood. Cet Américain entretient une dangereuse passion avec le Kilauea, le plus beau volcan du monde. Parfois, le toit du lac de lave peut s'écrouler. Ça serait vraiment pas bon. J'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Le Stromboli éclaire de ses fontaines de lave la Méditerranée et la vie de Gaetano. Ce pêcheur connaît mieux que personne les humeurs de ce volcan qui, depuis toujours, fait partie de sa famille. Ce soir, nous vous invitons à un formidable voyage à la découverte des volcans pour comprendre le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'équilibre de notre planète. Il n'est pas besoin d'aller au bout du monde pour observer des volcans actifs. Tout près de chez nous, à quelques heures de la France, se trouve la concentration volcanique la plus importante d'Europe. Nous sommes au sud de l'Italie, en Sicile. L'Etna est l'un des volcans les plus majestueux, le plus imposant aussi. Magnifique, magnifique. Avec ce contre-jour avec la fumée dedans, c'est sublime. Ah, ça c'est beau, hein? Ah, yes! Super! En survolant ces paysages, je peux apercevoir le cœur de la Terre. Ici, je ressens la vitalité de notre planète, puissante et imprévisible. Là-haut, à plus de 3000 mètres d'altitude, les éléments se déchaînent. Un vent de 130 km/h balaye les crêtes. Et c'est ici, au sommet du volcan sicilien, que m'a donné rendez-vous Jacques-Marie Bardenzef, l'un des plus grands volcanologues français. Depuis des années, il parcourt le monde pour observer les plus belles éruptions. Là, c'est ton royaume, hein, c'est ta vie.
Voilà, ici je suis à l'aise, ça sent bon le souffle, les yeux qui piquent. Le magma est pratiquement à quelques centaines de mètres sous nos pieds, voire 1 ou 2 kilomètres. Il est sorti il y a 3 semaines, il va sortir dans quelques autres semaines. Il y a beaucoup de cratères, ça fume, ça crache. On est content, quoi, ouais. À quoi ça sert un vulcanologue? Un vulcanologue, ça sert d'abord à comprendre les volcans. Si nous, notre challenge, c'est de comprendre comment se forme un magma et comment il est émis. Donc c'est une enquête policière qui consiste à suivre le magma. Alors le magma, il ne se forme pas très profondément, hein. Contrairement à ce qu'on croit. Il ne vient pas du centre de la Terre. Il se forme à peu près à moins 100 km, ce qui est très court, hein. C'est Paris-Orléans. Donc vers moins 100 km. Le centre de la Terre, c'est quoi comme distance? La distance est 6370 km. On a l'impression qu'il y a toujours le magma sous nos pieds. C'est faux en fin de compte, c'est uniquement sur les volcans. Ah oui, alors si tu prends la Terre entière, sous Paris, il n'y a pas de magma. Les volcans, c'est des lieux, on va dire, un peu privilégiés, si je peux m'exprimer comme ça, où effectivement il y a des poches de magma qui peuvent donc de temps en temps sortir sous différentes formes. C'est la soupape de cette poche de magma qui est sous pression. Voilà, le volcan, c'est un peu une soupape de sécurité pour la Terre, oui. Donc le challenge de la volcanologie moderne du XXIe siècle, c'est la prévision des éruptions. Vous classez les volcans en catégories? Oui, alors les éruptions, on va dire qu'il y en a 2 grands types pour simplifier. Il y a celles qui sont rouges, c'est les plus belles, c'est celles qu'on voit souvent sur les livres, dans les films, et qui sont paradoxalement les moins dangereuses. Mais on va dire que les volcans qui font des coulées de lave, qui font des coulées rouges, c'est Hawaï, et c'est le piton de la fournaise à La Réunion. C'est les 2 grands exemples. Alors justement, ces coulées rouges, ces éruptions rouges, on les a appelées éruptions hawaïennes. Le deuxième cas, c'est les éruptions qu'on appelle explosives, qui sont grises parce qu'elles produisent des panaches de cendres. C'est un peu ce qui s'est passé sur le fameux volcan islandais il y a quelques mois. Et ces panaches, ils retombent un peu partout, peuvent être parfois très importants et peuvent être beaucoup plus dangereux. Bon, alors là, il y a plusieurs noms possibles. On parle parfois de stromboliens, de vulcaniens, qui sont d'ailleurs des volcans italiens. Il faut savoir aussi que certains volcans sont cabotins. Ils ne respectent pas les règles, ils n'ont pas de savoir-vivre, donc ils sont tantôt rouges, tantôt gris. Et justement, les gros volcans italiens, c'est-à-dire l'Etna et le Vésuve, sont typiquement des volcans mixtes, tantôt rouges, tantôt gris, tantôt coulées de lave, tantôt projection, et donc ils sont plus complexes pour les volcanologues, parfois plus inquiétants également pour les gens qui habitent autour, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais également ce sont des volcans beaucoup plus intéressants, beaucoup plus passionnants pour nous, parce qu'ils sont complexes. Et le travail du volcanologue se complique encore lorsqu'il tente d'observer les volcans sous-marins, les plus nombreux de la planète. Ils sont quelques 300 000 contre 1600 volcans actifs seulement à la surface de la Terre. La plupart d'entre eux se trouvent le long des dorsales océaniques, là où les plaques tectoniques se séparent, formant une chaîne de 65 000 km serpentant au fond du Pacifique, de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ces volcans produisent 4/5 de la lave émise chaque année, comme ici, où la lave se solidifie instantanément au contact de l'eau. Ces éruptions échappent à l'observation humaine. Elles se produisent parfois jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Mais quand l'éruption a lieu dans des eaux moins profondes, le spectacle est visible en surface. En mars 2009, des scientifiques ont réussi à filmer une éruption de ce type dans le royaume des Tonga, à mi-chemin entre l'Australie et la Polynésie. Qu'elle soit sous-marine ou à la surface de la Terre, chaque éruption est une manifestation fascinante de l'évolution de la vie sur la Terre. On dit que les volcans, c'est vraiment un symbole de vie. J'ai tendance à le croire parce qu'il n'y a pas de volcans actifs sur les autres planètes. Alors, c'est vrai qu'on va dire que les planètes voisines de la Terre, Mars, Vénus et même la Lune, ont eu des volcans, parfois énormes. Sur Mars, il y a un volcan gigantesque qui mesure 20 km de haut, qui est grand comme la France, c'est le mont Olympe. C'est vrai qu'une Terre qui est vivante, qui est chaude, qui a des volcans, correspond bien à l'idée qu'on se fait de la vie. Les volcans, symbole de la vie de la Terre. Et pourtant, après une éruption, tout n'est plus que désolation. Je suis sur le flanc nord-est de l'Etna, dans ce paysage bouleversé par les coulées de lave. C'est là que je retrouve Boris Behnke, volcanologue allemand, installé ici depuis 15 ans. Il a vécu de très nombreuses éruptions. L'une des plus marquantes est celle de l'automne 2002. Ensemble, nous revenons sur les lieux de la catastrophe. Raconte-nous l'éruption. C'était le soir du 26 octobre 2002. On attendait une éruption de l'Etna depuis plusieurs mois. Il y avait tous les signes, le volcan gonflait, il y avait des petits tremblements de terre, etc. Donc ça a commencé à trembler. Et quelques heures plus tard,
le volcan a commencé à se déchirer sur les deux côtés, le versant sud et le versant nord-est. Ici, sur le versant nord-est, les premières bouches se sont ouvertes vers 2600 mètres. Et pendant les heures suivantes, chaque demi-heure, une nouvelle bouche s'est ouverte, toujours plus en bas. En moins de 2 heures, la station de ski voisine de Piano Provenzana est emportée par la lave. Remontée mécanique, parking, commerce, hôtel, rien ne résiste. Pendant une semaine, la lave va couler sans relâche et recouvrir la forêt sur plus de 7 km. L'incendie est tel qu'il aspire tout l'oxygène de l'air. Certains arbres sont épargnés par les flammes. Mais la chaleur ambiante de 1000 degrés va les assécher sur place en l'espace de quelques instants. Il ne reste plus rien de la station touristique après l'éruption. Seul émerge de la lave le toit d'un hôtel de 2 étages. Et partout autour, ces arbres séchés et blancs que Boris surnomme la forêt psychédélique. Je pense que la sève a été... elle a bouilli, quoi, tu vois, elle a complètement été... Elle s'est évaporée, la sève de l'arbre. Oui, instantanément. Hein? Tu vois, quand même, il y a des arbres qui ont survécu. Même à quoi? C'est à 150 mètres du cratère qui s'est ouvert là-haut. Ouais. Les gens sont habitués, ils vivent avec. Ils vivent avec. Les gens d'ici, quand on a demandé, ils ont dit non, on n'est pas en rage avec le volcan car ça, c'est le prix qu'il faut faire parfois pour la très bonne vie qu'on a ici grâce à ce volcan. Les gens défendent l'Etna. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de fois, dans une forme ou l'autre, que les gens, effectivement, ne donnent pas la culpabilité à l'Etna. S'il se passe quelque chose de mauvais, c'est la culpabilité de quelque chose, un petit volcan, le gouvernement, mais pas de l'Etna. Quand on est dans un endroit comme celui-ci, on voit les traces de quelque chose de très destructif, d'un désastre. Et en même temps, on se sent assez stable ici. La terre ne bouge pas, donc ça donne l'illusion de quelque chose qui va rester comme ça. Et d'un jour à l'autre, ça change. L'Etna est le 2e volcan le plus actif au monde avec des éruptions presque tous les ans. D'autres, en revanche, ne se réveillent qu'une fois par siècle et leurs colères sont phénoménales. L'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980 aux États-Unis. C'est l'équivalent en puissance de 500 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Cette éruption a anéanti toute forme de vie sur près de 500 km². Depuis 30 ans, les scientifiques américains étudient la renaissance de la nature. Et ils sont stupéfaits par la vitesse à laquelle ça se passe. Regardez. « 18 mai 1980. La nature se réveille au cœur de la chaîne des Cascades, dans le nord-ouest des États-Unis. Ces forêts de pins centenaires abritent des milliers d'espèces qui cohabitent dans un équilibre propice à la vie. Cet écosystème est totalement dépendant du maître des lieux, le mont Sainte-Hélène. Culminant à près de 3000 mètres, le glacier de ce volcan alimente en eau toute la vallée. Le monstre tranquille, endormi depuis plus de 150 ans, va pourtant en quelques instants transformer ce paradis en enfer. Vers 8h30, secoué par un puissant séisme, le flanc nord du volcan s'effondre. La chute de cette énorme masse de roches libère les gaz qui étaient maintenus sous pression à l'intérieur du volcan et provoque une gigantesque éruption qui fait exploser la montagne. L'avalanche de débris, de roches, d'arbres et de glace dévale les pentes à plus de 200 km/h. Le nuage qui s'échappe du volcan, composé de gaz et de cendres chauffées à 500 degrés, souffle toute vie sur son passage. Rien n'y échappe. La région n'est plus qu'une mer de cendres aux aspects lunaires. 57 personnes ont péri, en même temps que des centaines de milliers d'animaux et de plantes. La vie s'est évaporée. Les centaines de milliers d'arbres morts en sont les ultimes vestiges. Depuis 30 ans, le biologiste Charlie Crisafulli
arpente les flancs du volcan à la recherche de la vie. Il est un des premiers scientifiques à avoir posé le pied sur le géant dévasté. Quand je suis arrivé sur le mont Sainte-Hélène en 1980, j'étudiais à l'époque une forêt humide très ancienne avec des grands arbres. En descendant de l'hélicoptère, j'étais stupéfait et je ne pouvais tout simplement pas croire ce que je voyais. Il n'y avait plus aucune vie partout où je regardais. Et tout de suite, je me suis posé des questions. Est-ce que quelque chose a pu résister à une telle catastrophe? Comment la vie pourrait-elle trouver son chemin dans ce désert? Pourrait-elle retrouver son état initial? Est-ce que tout simplement la vie reviendrait un jour? Cette zone de 20 km autour du volcan, totalement stérile, va devenir un fantastique laboratoire pour le biologiste. L'éruption a dramatiquement modifié la vie de la région et la force de l'explosion a aussi ravagé le mont Sainte-Hélène. S'il a perdu son sommet et s'est affaissé de 400 mètres en quelques secondes, le monstre est toujours vivant. Pour anticiper ses futures réactions, le géologue John Major s'est joint à l'aventure scientifique. Sa compréhension du mont Sainte-Hélène est vitale, car le volcan s'est déjà montré par le passé encore plus dévastateur. L'éruption de 1980 n'a pas été la première ni la plus importante du mont Sainte-Hélène. Au cours des 20 000 dernières années, nous savons qu'il y a eu au moins 4 glissements de terrain qui ont entraîné des éruptions volcaniques. À chaque fois, la montagne s'est affaissée pour, à chaque fois, se reconstruire. Si le géologue a constaté que le volcan était capable de se reconstruire, la vie a réussi, elle aussi, un renouveau après chaque éruption. En quête de ce retour de la nature, le biologiste Charlie Crisafulli a longtemps survolé la région pour trouver un indice, une trace de vie. En 1982, nous volions à très basse altitude au-dessus de ce paysage, à la recherche de la moindre forme de vie. Et nous avons vu une plante, un lupin, à l'endroit exact où nous sommes assis, juste là. Nous nous sommes posés et nous l'avons étudié pour être certains que c'était bien un lupin des prairies. La vie réapparaît. Mais reste alors au biologiste à savoir comment. Très vite, il constate que le miracle tient entre les pattes d'un rongeur, le géomys. À l'abri dans leur souterrain, de nombreux géomys ont survécu à l'éruption. Dans les mois qui ont suivi, alors qu'à la surface tout a été anéanti, ils se sont nourris sous terre grâce aux racines des plantes. Progressivement, en creusant leur tunnel, ils ont remonté la terre à la surface, labourant le sol, en le mélangeant aux cendres volcaniques. Le résultat est un terreau fertile, idéal pour que les plantes recolonisent les lieux. En étudiant en détail le comportement et la morphologie de ce rongeur, capable de creuser des kilomètres de galeries, Charlie Crisafulli l'a élu héros du retour à la vie. Mais d'autres acteurs ont aussi joué un rôle important. Les wapitis, dont les sabots brisent la croûte de cendre, ont permis à la pluie de s'infiltrer et de mélanger les matières organiques. En apportant des graines coincées dans leurs poils, ils ont aussi ensemencé leur future pâture. 5 ans après la catastrophe, les couleurs sont revenues au mont Sainte-Hélène. Pour le biologiste, l'inventaire de toutes les espèces est loin d'être terminé. Aux premières neiges de l'hiver, les scientifiques constatent que l'éruption a aussi changé le climat local. Dans la vallée, la profondeur du manteau neigeux est passée de plusieurs mètres à quelques centimètres. Pourtant, au sommet, la glace s'est reformée. Protégé du soleil grâce au cratère situé face au vent du nord qui apporte la neige, le glacier grossit d'une dizaine de mètres d'épaisseur chaque année. À l'heure où les glaciers disparaissent, John Major est un des rares géologues au monde à observer un glacier en pleine expansion. Et ce nouveau glacier va participer lui aussi à la renaissance de la vie. Lorsqu'arrive le printemps, l'eau coule de la montagne, charriant un flot constant de sédiments qui fertilise la plaine. Le retour des castors, architectes de la nature, va permettre de maîtriser cette eau qui revient en abondance. Grâce à leurs barrages, ils créent des mares qui permettent le retour des amphibiens. Au printemps, la vie pullule dans ces îlots aquatiques, à l'image de ces millions de têtards.
Ce nouveau réseau de rivières et de petits lacs s'articule autour du poumon de la vallée, le lac Spirit. Pour Charlie Crisafulli, le retour de cette vie aquatique est un champ d'études aussi vaste que celui qu'il a mené sur Terre. 3 ans après l'éruption, l'oxygène a commencé à pénétrer dans l'eau qui s'est éclaircie. L'eau était si noire au départ qu'on ne voyait même pas le bout de ses doigts. Mais quelques années plus tard, on pouvait voir à 1 mètre. Ça a permis à la lumière de passer. Le phytoplancton a pu se développer et le niveau d'oxygène a encore augmenté. Le phytoplancton, vous savez, c'est la nourriture de base de toute vie aquatique. D'autres organismes vivants ont pu se développer. Rapidement, tout cela s'est organisé pour former un nouvel écosystème dans le lac. Parmi ces espèces, l'une d'entre elles pose problème aux biologistes. La truite arc-en-ciel est une véritable énigme. Aucun poisson n'a pu survivre au cataclysme. Et comme cette truite est absente des rivières aux alentours, Charlie Crisafulli a multiplié les études pour comprendre son retour dans le lac Spirit. Chaque capture, censée apporter une réponse, pose une nouvelle question. C'est un très beau mâle, avec une belle couleur. Invariablement, il attrape des truites déjà adultes et anormalement grosses. Épine dorsale, 4 cm 95. C'est un sacré gaillard. Le biologiste explique leur poids très élevé par l'abondance de la nourriture dans le lac. En revanche, l'absence de jeunes individus est incompréhensible. Même l'étude de l'ADN des animaux capturés n'a pas pu fournir plus d'explications. Aujourd'hui suivis grâce à la pose d'émetteurs, ces truites restent un des mystères toujours irrésolus du mont Sainte-Hélène. Animaux et plantes ont recolonisé cette région dévastée en utilisant de nombreux chemins détournés. Les différents travaux des 2 scientifiques ont permis de suivre chaque étape de la résurrection de toute la région du mont Sainte-Hélène. Les 2 spécialistes sont cependant formels. Tout disparaîtra de nouveau. La question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle éruption, mais plutôt de savoir quand elle aura lieu, quand cette montagne va exploser à nouveau. Et si elle explose, quelle sera la puissance de l'éruption? J'adorerais revoir une autre explosion sur le mont Sainte-Hélène. Parce qu'ici, depuis 30 ans, c'est un laboratoire extraordinaire. On a appris tellement sur les plantes, les animaux, lesquels sont capables de recoloniser les lieux. On pourrait ainsi vérifier toutes nos hypothèses de travail et voir si elles fonctionnent. L'histoire de la vie au pied du mont Sainte-Hélène se répète indéfiniment, au rythme des caprices du volcan. Vivre au gré des humeurs d'un volcan, c'est le choix qu'ont pourtant fait tous ceux qui se sont installés au pied de ces montagnes. Et malgré le danger permanent, ils sont des centaines de milliers partout dans le monde à habiter près d'un volcan. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cendres volcaniques transforment le moindre lopin de terre en pays de cocagne. Sur les pentes de l'Etna, je vais à la rencontre d'une viticultrice, Alice Bonaccorsi. Après avoir appris le métier avec son père, elle a acheté ce domaine il y a 10 ans sur le flanc nord du volcan, à 900 mètres d'altitude. Alice, Alice en italien. Votre vignoble est magnifique, hein, sur les flancs de l'Etna. Pour vous, cette terre est comme un cadeau. Hein. C'est un lieu difficile à cultiver, mais nous l'avons choisi parce que nous en sommes tombés amoureux. On a beaucoup cherché avant de trouver le lieu idéal. On avait un vignoble de famille et on a décidé d'avoir notre propre domaine. Et quand on a trouvé ces vignes, on est tombé amoureux. Et on s'est dit, c'est celle-ci. Pourquoi la terre ici est si fertile ? La terre est aussi fertile parce qu'elle est riche en minéraux. Ces minéraux sont tous issus du volcan. Il y a du potassium, du soufre, un peu tous les minéraux qui aident à la fertilité. Et surtout, ils procurent des caractéristiques uniques au raisin et donc au vin. Est-ce qu'on peut dire qu'on sent le volcan quand on boit votre vin ?
Oui, moi je le sens. Je sens la puissance du volcan, l'énergie du volcan, sa force et sa minéralité. Quand j'écris Etna sur la bouteille, ça doit être mérité. Est-ce qu'on peut dire que l'Etna, le volcan ici, là qu'on voit, fait partie de ta famille? Absolument. En fait, il fait partie de notre culture. C'est comme une mère qui est présente, une mère au-delà de la mer. C'est quasiment une divinité qui nous contrôle, qui nous aide, qui nous protège. Merci encore. Ça, c'est notre travail, et j'en suis fière. Les abords des volcans ne sont pas seulement de formidables vergers. De tout temps, les hommes des cratères ont aussi récolté du fer, du cuivre et surtout du soufre, l'or jaune des volcans. À 200 km au nord de l'Etna, nous arrivons dans l'archipel volcanique des îles éoliennes. Voilà, montez un petit peu, voilà. Le petit volcan de Vulcano, qui a donné son nom à tous les autres volcans. Les Romains l'avaient appelé Vulcano à cause du dieu Vulcain, le dieu du feu, du dieu de la forge. Un endroit très connu parce que les gens viennent se baigner dans la boue. C'est très très bon pour la peau. Ces boues de Vulcano, dont la température peut atteindre 50 degrés, sont réputées pour soigner les maladies de peau et soulager les rhumatismes. Sur les bords de la Fossa, le grand cratère du volcan, je rejoins Jacques-Marie Bardanzeff. Ah ouais, c'est très beau. C'est petit, Vulcano, mais c'est un beau petit endroit. Bon alors là, attention, passage. On va passer derrière. Ouais, c'est hyper chaud ça. Bon, là, on peut passer là, c'est bon. Là, c'est dur. Toute cette fissure, là, toi, elle est productive. Alors là, toi, là, dans ces fours là-dedans, là. Alors c'est ça la fleur de soufre, tu vois, c'est que... Ça sert à quoi le soufre, en compte? En gros, si tu veux, c'est les allumettes déjà. Oh. Bah oui, toutes les allumettes, au fond, au bout, c'est du soufre, hein. C'est magnifique, là, regarde cette espèce de... Alors Lipari, Stromboli doit être trop loin là-bas, et là, ça va être Salina, là. Et Vulcanello, voilà. Bon, et Stromboli là-bas, tu vois, tu devines là-bas. Depuis toujours, on vient sur cette île chercher le soufre qui sert à faire des explosifs, mais aussi qui sert à faire des engrais, parce que volcan est un synonyme aussi de fertilité. Hein. Oui, alors c'est vrai pour le soufre, mais c'est surtout vrai pour la quantité de cendres expulsées par ces volcans de type vulcanien qui arrosent les contrées tout alentour. Et donc c'est un engrais naturel qui contient beaucoup d'éléments différents, notamment du potassium, du calcium, du magnésium et bien d'autres choses. Donc les paysans n'ont plus besoin de mettre d'engrais artificiels, ils ont un engrais naturel qui en plus se renouvelle périodiquement. Alors bien sûr, ça je vois une éruption, mais c'est bon pour la terre. Et c'est vrai que moi, dans tous les endroits où je suis allé dans le monde, souvent au pied des volcans, bien sûr un bon climat, j'ai vu plein de bonnes choses, des bananes au Cameroun ou en Martinique. Et par exemple, on dit qu'en Indonésie, on peut faire 3 cultures de riz par an, quasiment, alors qu'ailleurs, on n'en ferait qu'une. Alors c'est intéressant dans les volcans, c'est le volcan lui-même qui crée la montagne. C'est-à-dire qu'en éruption, c'est tous les déchets du volcan qui va faire monter. Plus un volcan est haut, pratiquement, plus l'éruption a été forte, ou du moins, plus il y a une répétition d'éruption, non? Tout à fait. Le volcan, c'est ce qu'on appelle un relief d'accumulation. Alors, c'est bien vu quand contrairement à une montagne classique. Voilà, qui est plutôt un plissement géologique. Hein. Un volcan, quand on voit naître un volcan, c'est très rare, mais ça a été vu par un Mexicain en 1943, le Paricutin. Au début, il a vu une fissure comme la nôtre, qui fumait, puis le lendemain, il y avait un volcan de 3 mètres de haut, un peu plus haut que nous, puis sur le lendemain, 10 mètres de haut. Puis ça a duré 9 ans, et puis le volcan, le Paricutin, je l'ai escaladé, il fait maintenant 450 mètres de haut, il est plus haut que la Tour Eiffel. Connue depuis l'époque grecque, la petite île de Vulcano est longtemps restée inhabitée. Aujourd'hui, ils sont quelques centaines à vivre dans les vapeurs permanentes de soufre. Ce gaz, en fait, il sort à haute température, c'est entre 200 et 700 degrés, hein, donc c'est beaucoup. En se refroidissant, il se condense, il se précipite, il forme ce qu'on appelle des fleurs de soufre. Et puis il y a des beaux cristaux blancs, c'est de l'alun. La pierre d'Alun a longtemps été utilisée pour fixer les teintures ou cicatriser les plaies.
le soufre servait dans l'armement, l'agriculture ou la médecine. Il était d'ailleurs encore ramassé dans ce cratère il y a 150 ans. Mais la grande éruption de 1888 a stoppé du jour au lendemain l'exploitation du soufre de Vulcano. Le volcan qui produit le plus de soufre au monde, c'est le Kawah Ijen en Indonésie, sur l'île de Java. Kawah Ijen, ça veut dire cratère vert, car il abrite en son centre un petit lac vert de couleur jade. Ce volcan produit 6 tonnes de soufre par jour. C'est énorme. Et des centaines de personnes en vivent. Mais ce soufre, il faut le mériter. Grimper sur le volcan, descendre dans le cratère, le couper et redescendre en pleine nuit. Vous allez voir, le travail est très difficile. L'Indonésie, l'archipel aux 150 volcans actifs. C'est la plus grande concentration au monde. Ces montagnes tremblent, grondent et effraient les habitants, mais parfois, elles leur donnent aussi un travail. Il est 5 heures du matin sur l'île de Java. Matrussen a 31 ans. Il exerce un métier inconnu en Occident, porteur de soufre. Comme lui, ils sont plus d'une 50aine à embarquer dans le camion de ramassage. Direction le Kawah Ijen, un volcan extrêmement dangereux où se cache la plus grande mine de soufre à ciel ouvert. Après 3 heures de trajet, Matrussen arrive enfin à destination, à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est mineur depuis l'âge de 13 ans, mais c'est toujours avec la peur au ventre qu'il attaque la descente dans la mine. Cet endroit est très dangereux parce qu'il y a des glissements de terrain et puis le volcan produit des gaz très toxiques. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, surtout quand on travaille. Il faut toujours être sur ses gardes. Pour Matrussen et les autres, le parcours du combattant commence au fond du cratère, sur la rive d'un grand lac turquoise considéré comme le plus acide au monde. L'eau du lac, riche en minerais, s'infiltre dans le volcan avant de remonter sous forme de gaz. Canalisé par les tuyaux, le soufre liquide s'écoule. À sa sortie, au contact de l'air froid, il durcit en formant des plaques jaunes. Sous les pieds des mineurs, la température de la Terre atteint jusqu'à 70 degrés. C'est dans cette chaleur suffocante qu'ils soulèvent des plaques de soufre de plusieurs dizaines de kilos. Très vite, la barre de fer devient brûlante et les bottes se ramollissent. Mais le plus grand danger pour les mineurs sont ces vapeurs de soufre qu'ils respirent. Elles se transforment en vitriol qui les brûlent de l'intérieur. 5 minutes seulement suffisent à irriter les yeux, le nez et la gorge. À long terme, elles provoquent de graves maladies pulmonaires. Pourtant, ici, personne ne porte de masque. L'unique protection des porteurs, un foulard. Pour nous, les porteurs, le plus dur, ce sont les fumées. Il y en a beaucoup trop et elles sont partout. Et quand on porte des paniers aussi lourds sur nos épaules, ça nous épuise. La fumée entre partout, dans les poumons, dans notre peau. C'est ça le gros problème. Le cratère n'est que le début du parcours. Pour sortir le soufre de la mine, il faut grimper 500 mètres d'un dénivelé incroyable. Dans les paniers de Matrussen, 80 kilos d'or jaune. Un exploit. Il ne mesure qu'1,65 m pour une 60aine de kilos. Les pentes sont vraiment très dures. Mais pour moi, la plus difficile, c'est celle qui commence en bas du cratère. Imaginez, c'est comme si vous montiez à pied un immeuble de plus de 60 étages, en portant une personne sur les épaules. Je suis épuisé aujourd'hui. Quand je bois de l'eau, c'est très amer. Ironie de la vie, c'est en fumant des cigarettes que les porteurs tentent de masquer ce goût amer, cette odeur d'œuf pourri que le soufre laisse dans la bouche.
Les hommes qui se croisent sans cesse sur ce sentier périlleux ne doivent pas se laisser distraire. Au moindre faux pas, c'est la chute. Et elle peut être mortelle. Je suis déjà tombé dans cette montée. Ça s'est passé ici. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus me relever. On a dû m'emmener au dispensaire de la ville. Ici, les rochers sont instables. Je me souviens d'avoir vu un mineur mourir dans un éboulement, juste ici. Peu importe les difficultés, Matroussen doit se dépêcher. Car bientôt, comme chaque après-midi, le vent va tourner et les fumées toxiques vont remonter du cratère et envahir la montagne. Autrefois, les porteurs utilisaient des chevaux pour transporter le soufre. Mais les animaux s'intoxiquaient et tombaient sur les pentes escarpées. Aujourd'hui, il n'y a plus que les hommes pour faire le travail. C'est au bout de 2 heures que Matroussen arrive enfin au sommet, sur la route qui mène à l'usine de traitement, située 5 km plus loin. Et pour les parcourir au plus vite, il a une technique de marche. J'ai une méthode pour ne pas perdre l'équilibre. J'adapte mes pas sur le balancement de mes paniers. Comme ça, je marche en rythme. Et c'est beaucoup plus facile. C'est parti pour 2 heures de marche supplémentaire. Pour ces forçats, pas d'horaire, pas d'ordre de passage, pas d'équipe, pas de limite. Les porteurs ne touchent aucun salaire fixe. C'est au poids que l'usine les rémunère. « 5 centimes d'euros pour 1 kilo de soufre. Des bonbons et des cigarettes en guise de prime. Aujourd'hui, j'ai porté 2 chargements. J'ai gagné 8 euros. 8 euros pour 160 kilos de soufre ramassé, 2 allers-retours. Pour ce labeur, Matroussen gagne environ 150 euros par mois. C'est 3 fois le salaire moyen sur l'île. 6 à 10 tonnes de soufre sont descendues ainsi tous les jours du Kawaïdjen. Chaque kilo acheté au porteur est revendu 7 fois plus cher par l'usine. Cet or jaune, on l'utilise pour raffiner le sucre, fabriquer des médicaments, des produits cosmétiques et même des explosifs. Fin de journée pour Matroussen. Il est 16 h, il peut enfin rentrer chez lui au bout de 11 heures de travail. Les mineurs du Kawaïdjen doivent toujours rester vigilants. Ce volcan est très actif. Ici, le risque, ce ne sont pas les projections de roches en fusion ou les coulées de lave, mais les explosions de gaz. Ces gaz toxiques s'accumulent dans l'eau, formant d'énormes bulles qui éclatent en remontant à la surface. En moyenne, il y a une explosion tous les 4 ans et presque chacune fait des victimes. Dans la mine, le danger est permanent, car le soufre prend feu très facilement à l'air libre. Et les installations sont tellement vétustes qu'il y a des fuites presque tous les jours. Ces hommes qui tentent de les colmater, on les appelle les mécanos du volcan. Employés par l'usine qui exploite le gisement, ils doivent faire très vite. Une fuite non maîtrisée et en quelques minutes seulement, tout s'enflamme. Bagus est l'un de ces mécanos. Et aujourd'hui, pour lui, la journée s'annonce difficile. Là-haut, c'est un brasier. La température atteint les 600 degrés. Les roches sont en fusion et elles brûlent. Si on n'arrive pas à éteindre ce feu, c'est toute la production de soufre qui va brûler. Pour éteindre les incendies, leurs moyens sont bien dérisoires. Une vieille pompe à eau souvent en panne et quelques seaux. Ce jour-là, ces trompes-la-mort mettront plusieurs heures avant de maîtriser les flammes. Quand ils y parviennent enfin, pratiquement tout le soufre a brûlé. Et donc, plus de travail pour les porteurs. Pour rattraper sa journée perdue, Matroussen a décidé de dormir sur place, dans la cabane de l'équipe de maintenance, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ces hommes qui flirtent constamment avec le danger sont tous d'anciens mineurs. Aujourd'hui, ils n'ont plus la force de porter de lourds paniers de soufre. Mais ils n'éprouvent ni regret, ni remords.
Je suis esclave de ce volcan, mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est lui qui me fait vivre. Il me fait gagner de l'argent pour manger, pour payer des études à mes enfants. Tout ça, c'est grâce au volcan. S'il n'y avait pas le Kawaï-Jen pour travailler, je pense qu'il y aurait beaucoup de voleurs dans le village. Pour Matroussen, la nuit va être courte. Il est 2 h du matin. Il arrive déjà sur les flancs du volcan et se met tout de suite au travail. Il profite de la nuit pour remplir très vite ses paniers avant l'arrivée d'autres porteurs. Il lui reste l'épreuve de la pente. La nuit, on ne voit rien du tout, il fait trop noir. Et c'est compliqué, on est obligé de s'éclairer avec une torche. Et il faut marcher lentement, très lentement. Alors que la journée, lorsqu'on travaille, on est plus rapide. Ah, ça me brûle. Surtout ici. Dans ces conditions, l'espérance de vie des mineurs dépasse rarement 40 ans. Dans cette région de Java, où 1 personne sur 3 est au chômage, les prétendants au travail ne manquent pas. Alors qu'ils n'étaient que 30 dans les années 80, il y a aujourd'hui plus de 200 mineurs sur les Kawaï-Jen. Et l'exploitation continuera tant que coulera le soufre. Le Vésuve, 2100 mètres d'altitude. Depuis toujours, il domine la baie de Naples. Il y a 2000 ans, il était encore plus imposant, presque aussi grand que l'Etna. Son sommet atteignait alors les 3000 mètres. À cette époque de l'Antiquité, les habitants l'appellent la montagne. Une montagne aux pentes fertiles qui nourrissent toute la région. Personne ne sait alors qu'il s'agit d'un volcan, car la dernière éruption remonte à 700 ans avant Jésus-Christ. Et plus personne ne s'en souvient. Alors en l'an 79, le réveil du Vésuve surprend les 20 000 habitants installés dans la petite ville de Pompéi. C'est là que je rejoins Jean-Pierre Brun, un archéologue français. Il explore les vestiges de la cité depuis 20 ans. Jean-Pierre, racontez-moi la vie dans cette rue, dans cette ville, il y a près de 2000 ans. Ben là, on va prendre carrément le jour de l'éruption. Donc nous sommes dans la rue de l'Abondance, qui est l'une des rues principales de la ville, qui mène au Forum. Évidemment, elle est déjà très animée le matin, puisqu'il y a des bars qui sont ouverts, le boulanger enfourne son pain. D'ailleurs, on a retrouvé les pains encore carbonisés dans l'intérieur du four. C'est incroyable. Le teinturier prépare ses cuves de teinture. Et